Je pensais avoir construit la vie parfaite. Owen Mitchell, 33 ans, comptable senior, gagnant un solide salaire à 6 chiffres en analysant des chiffres qui ne mentaient jamais, contrairement aux gens, apparemment. Il y a 4 ans, j'ai épousé Claire Hart, une superbe jeune femme de 25 ans, aux cheveux blonds miel, et au sourire capable de faire oublier son propre nom à n'importe quel homme. Nous avions un arrangement qui semblait idéal. Je serais le pourvoyeur, le roc, la fondation de notre avenir, tandis que Claire transformerait notre maison de banlieue de 3 chambres en un véritable foyer. Pendant les 3 premières années, tout a fonctionné à la perfection. Je rentrais à la maison avec l'odeur du dîner qui mijotait, accueilli par une épouse qui me saluait avec un enthousiasme sincère, et nous avions des conversations sur nos futurs enfants et nos projets de week-end. Claire semblait heureuse de gérer notre foyer, décorant les pièces avec une attention minutieuse, et organisant des dîners pour mes collègues, où elle charmait tout le monde sans effort. Je lui faisais entièrement confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Elle n'avait aucun souci financier, aucun stress lié au travail, et aucune raison d'être autre chose que reconnaissante pour la vie que je lui offrais. La maison m'appartenait en propre, achetée avant notre mariage, avec une hypothèque à mon seul nom. Claire avait accès à des cartes de crédit, à une allocation mensuelle généreuse, et à la liberté de faire du shopping ou de déjeuner avec ses amis quand bon lui semblait. Elle conduisait la Honda CR-V que je lui avais achetée il y a 2 ans, et vivait dans un confort que je travaillais 60 heures par semaine pour lui offrir. Que pouvait-elle vouloir de plus? Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Au début, le changement était si subtil que j'ai douté de ma propre perception. Les séances de shopping de Claire, autrefois une agréable sortie hebdomadaire, sont devenues des expéditions quotidiennes. Elle partait après le petit déjeuner, et ne revenait que juste avant le dîner, transportant des sacs de shopping qui me semblaient bien légers pour 8 heures passées hors de la maison. Lorsque je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient floues, et évasives. « Oh, tu sais, j'ai juste regardé les magasins. J'ai déjeuné quelque part, j'ai perdu la notion du temps », disait-elle d'un simple geste de la main. Les détails manquaient toujours. Quel magasin? Où as-tu mangé? Qui as-tu vu? Ces réponses flottaient dans l'air, aussi impalpables que de la fumée. J'ai commencé à remarquer d'autres détails, avec cette attention méthodique qui me permettait de repérer les anomalies financières au travail. Claire se douchait immédiatement en rentrant, même les jours où elle prétendait n'avoir fait que se promener dans des centres commerciaux climatisés. Son téléphone est devenu un prolongement permanent de sa main, vibrant sans cesse de messages qui la faisaient sourire, d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle orientait l'écran pour me le cacher dès que je m'approchais, le protégeant comme s'il s'agissait de secrets d'État. Son apparence a changé, elle aussi. Elle se maquillait pour aller chercher des courses, mettait des tenues de créateur pour de simples courses, et appliquait du parfum avec le soin de quelqu'un qui s'attend à être remarqué, mais pas par moi. Mardi soir dernier, j'ai trouvé un reçu dans son sac à main, en cherchant mes clés de voiture. Café Riverside en centre-ville, 2 cappuccinos, 2 plats principaux, pour un total de 47,83 $. Lorsque j'en ai parlé de manière occasionnelle pendant le dîner, Claire a très peu marqué de pause dans son geste. « Oh, je suis tombée sur Sarah de la fac. Nous avons pris un déjeuner et nous avons rattrapé le temps perdu », a-t-elle répondu sans lever les yeux de son assiette. Mais elle n'a pas donné le nom de famille de Sarah. Elle n'a pas mentionné ce dont elles avaient parlé. Elle n'a pas suggéré que nous invitions Sarah et son mari un de ces jours. L'explication existait uniquement pour meubler le silence, dépourvu de ces détails naturels qui accompagnent la vérité. Cette nuit-là, allongé aux côtés de ma femme endormie, dans le lit que j'avais payé, dans la maison qui m'appartenait, j'observais les ombres projetées par les lampadaires à travers les fenêtres que j'avais choisies. Mon instinct de comptable criait avec la même certitude que lorsque je découvrais des détournements de fonds. Les chiffres ne mentaient pas. Les schémas révélaient la vérité. Et chaque schéma que j'avais observé pointait vers une seule conclusion inéluctable, Claire me mentait. À propos de quoi? Je n'en étais pas encore tout à fait certain. Mais les fondations de notre vie parfaite s'étaient lézardées, et je devais savoir à quel point les fissures étaient profondes, avant que toute la structure ne s'effondre. J'ai pris mon téléphone dans l'obscurité, j'ai cherché, détective privé près de chez moi, et j'ai enregistré un numéro dans mes contacts. Je n'ai pas appelé, pas encore. Mais je le ferai, car l'homme qui avait bâti cette vie méritait de savoir qui la détruisait de l'intérieur. Et si mes soupçons se révélaient exacts,
Claire Hart Mitchell allait apprendre exactement ce qui arrivait quand on essayait de voler un homme qui avait passé sa carrière à attraper les voleurs. Pendant 2 jours, je me suis battu contre moi-même, comme un homme qui se noie dans ses propres pensées. La partie rationnelle de mon esprit, celle qui avait gravi les échelons de comptable débutant à analyste senior grâce à une réflexion prudente, insistait pour que j'affronte Claire directement, que je lui donne une chance de s'expliquer, et que je fasse confiance à la femme que j'avais épousée. Mais la partie professionnelle, celle qui avait mis au jour d'innombrables cas de fraude d'entreprise, savait qu'il en allait autrement. On n'accuse pas sans preuve. On ne montre pas ses cartes avant d'avoir calculé toutes les issues possibles. Et on ne donne jamais, au grand jamais, le temps à la partie coupable de construire de meilleurs mensonges ou de détruire des preuves. Mercredi matin, pendant ma pause déjeuner, j'étais assis dans ma voiture devant le cabinet Baker et Associés, en fixant le contact que j'avais enregistré. Raymond Cross, détective privé. Mon collègue James avait fait appel à Raymond il y a 2 ans, lorsque son propre mariage s'était effondré. L'argent le mieux dépensé de ma vie, m'avait dit James. Au moins, j'ai su la vérité, au lieu de vivre dans son tissu de mensonges. J'ai composé le numéro. Cabinet d'investigation Cross, a répondu la voix professionnelle, sans surprise, portant le poids d'un homme qui avait entendu cette histoire d'innombrables fois. J'ai besoin que vous suiviez ma femme, ai-je dit doucement, surpris par la fermeté de ma voix, malgré le séisme qui secouait ma poitrine. Je pense qu'elle me trompe, mais j'ai besoin de preuves avant de porter la moindre accusation. Raymond a posé les questions nécessaires avec l'efficacité d'un médecin recueillant des symptômes. La description de Claire, 1m70, cheveux blonds, Honda CR-V argenté très reconnaissable, son emploi du temps habituel, les créneaux horaires que j'avais observés, et les comportements qui avaient éveillé mes soupçons. Il m'a donné son tarif sans hésiter, $150 par heure, avec un acompte minimum de 3 jours. Commencez demain, ai-je dit, avant de lui donner les informations de ma carte de crédit. Le jeudi matin est arrivé avec une normalité trompeuse. Je suis allé travailler, j'ai assisté à des réunions budgétaires, j'ai révisé des rapports trimestriels, et j'ai répondu à des courriels, tout cela pendant que mon téléphone restait posé, écran vers le haut, sur mon bureau, comme une arme chargée. À 11h47, il a vibré. Raymond, le sujet a quitté la résidence à 10h15, à bord du CR-V argenté. Plaque d'immatriculation visible. Actuellement au café Riverside, table d'angle en centre-ville. Elle est avec un homme de la mi-vingtaine, de carrure athlétique, cheveux foncés. Le langage corporel suggère une grande familiarité, ils se penchent l'un vers l'autre et se touchent les mains par-dessus la table. Je documente tout. Ma vue s'est troublée. J'ai verrouillé la porte de mon bureau, je me suis assis lourdement, et j'ai forcé l'air à entrer dans mes poumons, qui semblaient avoir oublié leur fonction. 4 ans de mariage réduits à un simple message texte. D'autres mises à jour sont arrivées tout au long de la journée, chacune constituant une frappe chirurgicale en plein cœur. Raymond, les sujets ont quitté le café ensemble. Étreinte prolongée et baiser observé sur le parking avant de se séparer dans des véhicules différents. Je suis le véhicule du sujet maintenant. Raymond, le sujet s'est rendu directement à l'hôtel Riverside en centre-ville. L'homme est arrivé 4 minutes plus tard dans une Ford Mustang noire. Ils sont entrés ensemble dans le hall. Enregistrement confirmé pour la chambre 412 sous le nom de l'homme, Brett Donovan. J'ai une séquence vidéo du baiser avant leur entrée dans le bâtiment. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai dit à mon assistante que je ne me sentais pas bien, et j'ai quitté le bureau. J'ai conduit au hasard à travers des banlieues qui me semblaient soudainement étrangères, les mains tremblant sur le volant d'une voiture achetée avec l'argent gagné par mon dévouement envers une femme qui, à ce moment précis, était nue dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Raymond, les sujets sortent de l'hôtel à 15h52. Étreinte prolongée dans le hall visible à travers les portes vitrées. L'homme embrasse le sujet pour lui dire au revoir près de l'ascenseur. J'ai une identification faciale claire pour les 2 parties. Vérification des plaques d'immatriculation effectuées. Brett Donovan, 26 ans, domicilié aux appartements Parkside, employé chez Apex Fitness comme entraîneur personnel. Un entraîneur personnel. 26 ans. J'ai failli rire de ce cliché, mais rire nécessitait un souffle que je n'avais pas. Ce soir-là, je suis arrivé à la maison avant Claire. Lorsqu'elle a franchi la porte à 17h23, parfaitement à l'heure comme toujours, elle portait 2 petits sacs de shopping et fredonnait doucement.
la même femme qui avait embrassé un autre homme 3 heures plus tôt a déposé un baiser sur ma joue avec des lèvres qui avaient été ailleurs. Comment s'est passée ta journée, mon cœur, a-t-elle demandé joyeusement. Bien, ai-je réussi à répondre. Et la tienne? Oh, tu sais, j'ai couru à droite à gauche. J'ai trouvé quelques articles en solde chez Nordstrom Rack, a-t-elle répondu, en montant immédiatement à l'étage pour sa douche d'après-adultère, un rituel dont je comprenais désormais la sickening clarté. Je me suis assis à notre table de cuisine, ma table de cuisine, et j'ai fixé le vide pendant que l'eau coulait au-dessus de ma tête, effaçant les preuves de la trahison. Le vendredi et le samedi ont apporté leur lot de confirmation. Les rapports de Raymond arrivaient avec une précision d'horlogerie. 2 autres visites à l'hôtel, un déjeuner où Claire et Brett étaient si proches qu'ils semblaient ne faire qu'un, et des reçus de cartes de crédit pour des frais d'hôtel que je finançais à mon insu, à travers l'allocation que je donnais à ma femme. Dimanche soir, Raymond m'a envoyé son rapport complet par courriel. Je l'ai ouvert dans mon bureau à domicile pendant que Claire regardait la télévision en bas, envoyant probablement des messages à son amant pendant les pauses publicitaires. Le document contenait tout, des photographies haute résolution, des fichiers vidéo, des horodatages, la confirmation des plaques d'immatriculation, et même des transcriptions de messages textes que Raymond avait capturés à travers le reflet des écrans de téléphone. J'ai regardé une vidéo de ma femme embrassant un autre homme sur le parking d'un hôtel avec une passion que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des mois. J'ai vu des photos d'eux se tenant la main lors de déjeuners intimes, se regardant avec l'intensité de nouveaux amants qui se découvrent. J'ai lu des fragments de messages, hâte de te voir demain, Owen travaille encore tard, nous avons toute l'après-midi. Mon nom servait d'outil de planification pour son infidélité. Lorsque l'écran de l'ordinateur portable s'est éteint, reflétant mon visage à sa surface, j'ai vu quelque chose qui n'était pas là une semaine plus tôt. L'homme qui me fixait était plus dur, plus froid, plus calculateur. Le mari qui avait fait confiance aveuglément avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un courriel à l'attention de Margaret Sinclair, l'avocate spécialisée en divorce la plus impitoyable de l'État. Objet, urgent. Besoin d'une consultation demain. Owen, tu viens te coucher, a crié Claire depuis le bas. J'arrive tout de suite, ai-je répondu, avec une voix parfaitement normale. Mais j'étais déjà parti. L'homme qui avait aimé Claire Mitchell était mort. L'homme qui allait la détruire ne faisait que commencer. Lundi matin, je me suis porté pâle au travail pour la première fois en 3 ans. Claire a accepté mon explication d'une grippe intestinale sans poser de questions. Pourquoi aurait-elle douté du mari qu'elle trompait depuis 6 mois? J'ai attendu qu'elle parte pour ses courses matinales avant de me rendre dans le quartier juridique du centre-ville. Le cabinet de Margaret Sinclair occupait le dernier étage d'une tour d'acier et de verre qui perçait le ciel comme une lame. Sa réputation la précédait dès le hall en marbre, l'avocate qui avait démantelé 3 hommes politiques de premier plan, 2 PDG, et un chef grandement renommé, avec une précision chirurgicale. La rumeur disait qu'elle n'avait jamais perdu un procès où l'adultère était en jeu. Assis en face de son bureau en acajou, j'avais l'impression de consulter un général sur une stratégie de guerre. Margaret avait une 50aine d'années, des cheveux argentés, et des yeux capables de disséquer des mensonges à 50 pas. J'ai fait glisser le rapport d'investigation complet de Raymond Cross sur son bureau, sans préambule. J'ai besoin d'un divorce, ai-je dit simplement. Et je veux qu'elle n'obtienne rien. Margaret a examiné les documents avec l'attention méthodique d'un anatomopathologiste. Photographie, vidéo, reçu d'hôtel, capture de messages textes, confirmation de plaque d'immatriculation. Elle a assimilé chaque détail tout en prenant des notes précises sur un bloc-notes jaune. 20 minutes se sont écoulées dans le silence avant qu'elle ne lève les yeux. C'est inattaquable, a-t-elle dit en tapotant les photos d'un doigt manucuré. Adultère documenté avec des preuves photographiques et vidéos sur plusieurs occurrences. Preuve claire d'une tromperie et d'une trahison continue. Dans cet état, cela constitue un motif légitime de divorce pour faute. Elle s'est adossée à son fauteuil en cuir. Vous conserverez la maison, elle est uniquement à votre nom. Vous garderez vos comptes de retraite, vos économies, vos placements, absolument tout. Elle a été sans emploi de son plein gré pendant toute la durée du mariage, il n'y a donc aucun argument en faveur d'une contribution aux biens conjugaux. Avec ces preuves, elle aurait de la chance de repartir avec ses vêtements. Quel est le calendrier, ai-je demandé. Je peux faire rédiger les documents d'ici mercredi.
Comment souhaitez-vous que la signification soit gérée, a-t-elle répondu. Je me suis penché en avant. Je m'occuperai de la signification en personne, mais j'ai besoin de quelques jours avant qu'elle ne les reçoive. Pouvez-vous conserver les papiers jusqu'à ce que je vous donne le signal? Le sourcil de Margaret s'est légèrement arqué. Je ne veux rien savoir sur tout ce qui pourrait compliquer ces procédures, a-t-elle averti. Cela ne sera pas le cas, l'ai-je assuré. J'ai juste besoin de régler quelques détails au préalable. C'est votre calendrier. Mais n'attendez pas trop longtemps, et ne faites rien qui puisse compromettre notre dossier, a-t-elle répondu fermement. Après avoir quitté le bureau de Margaret, je me suis rendu directement à la First National Bank, où je conservais mes comptes depuis plus d'une décennie. Mon conseiller financier, Robert Brown, m'avait aidé à gérer l'ensemble de mes projets, du premier achat immobilier à la planification de la retraite. Désormais, il allait m'aider à gérer mon divorce. Je demande le divorce, ai-je expliqué en étalant les documents sur son bureau. J'ai besoin de sécuriser chaque actif avant que les papiers ne soient signés et signifiés. Robert a examiné mon profil financier avec une efficacité éprouvée. Votre compte courant est uniquement à votre nom, il est protégé. Votre plan de retraite et vos portefeuilles d'investissement sont protégés. L'acte de propriété de la maison est protégé. La seule responsabilité conjointe est la carte de crédit qu'elle utilise pour les dépenses du ménage, m'a-t-il informé. En moins d'une heure, la carte de crédit de Claire a été annulée et intégralement payée. J'ai ouvert un nouveau compte courant auquel elle ne pouvait pas accéder, j'ai transféré le virement direct de mon salaire, et j'ai documenté chaque centime que j'avais dépensé pour Claire tout au long de notre mariage. Les chiffres étaient édifiants, 187 000 $ sur 4 ans. Près de 50 000 $ par an pour financer le mode de vie d'une femme qui utilisait cette liberté pour me trahir. Une dernière suggestion, a dit Robert lorsque nous avons terminé. Changez tous vos mots de passe, banque, compte, plateforme d'investissement, courriel, absolument tout. Si elle a accès à la moindre information financière, éliminez cet accès immédiatement. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai joué la comédie de la normalité comme un acteur respectant ses repères. J'ai embrassé Claire pour lui dire bonsoir, j'ai pris des nouvelles de sa journée, et j'ai mangé le dîner qu'elle avait préparé avec des mains qui avaient touché un autre homme l'après-midi même. Nous avons regardé la télévision ensemble sur le canapé, sa tête posée sur mon épaule, tandis qu'elle planifiait probablement son rendez-vous du lendemain pendant les pauses publicitaires. Mais à l'intérieur, j'étais déjà parti. L'homme assis à côté de Claire n'était qu'un fantôme. Le véritable Owen Mitchell avait 3 coups d'avance, orchestrant sa chute avec la même précision méthodique que j'appliquais aux audits d'entreprise. Mardi soir, j'ai passé un appel téléphonique à David Turner, mon plus proche ami depuis l'enfance. David avait effectué 2 missions dans les troupes de marine avant de créer une société de sécurité privée. Il avait été mon témoin, s'était tenu à mes côtés lorsque j'avais promis d'aimer et d'honorer la femme qui détruisait méthodiquement notre mariage. David, j'ai besoin d'un service, ai-je dit lorsqu'il a décroché. Tout ce que tu veux, mon frère. Que se passe-t-il, a-t-il répondu immédiatement. Ma femme me trompe. J'ai des preuves et je demande le divorce. Tout est géré sur le plan juridique. Mais il y a quelque chose que je dois faire d'abord, et j'ai besoin que tu sois là avec moi, ai-je expliqué. David n'a pas hésité. Quand et où, a-t-il demandé. Demain soir. Je t'enverrai l'adresse par message, ai-je répondu. Je serai là, a-t-il confirmé. J'ai raccroché et j'ai fixé l'adresse de Brett Donovan. Appartement 3B, appartement Parkside. Raymond l'avait incluse dans son rapport complet, ainsi que ses informations professionnelles, l'immatriculation de son véhicule, et même ses profils sur les réseaux sociaux. Brett Donovan, 26 ans, entraîneur personnel, collectionneur de secrets de femmes mariées. Je n'étais pas un homme violent. Je n'avais jamais donné un seul coup de poing de ma vie d'adulte. J'avais bâti mon succès par l'intelligence et la ténacité plutôt que par la force physique. Mais certaines dettes exigeaient d'autres formes de paiement. Certains comptes devaient être réglés avant que les livres ne puissent être fermés. J'ai affiché la dernière publication de Brett sur les réseaux sociaux, un autoportrait au gymnase, torse nu, avec la légende « bien mérité ». Son sourire était arrogant, satisfait, l'expression d'un homme qui pensait s'en tirer après avoir commis un vol. Demain soir, Brett Donovan allait mériter toute autre chose. Mercredi soir, 20h47.
Je me suis garé sur le parking en asphalte fissuré des appartements Parkside, avec David sur le siège passager. Le complexe était exactement ce à quoi je m'attendais, un monument en décomposition dédié aux loyers modérés et aux normes encore plus basses, où quelqu'un comme Brett Donovan pouvait se permettre de vivre avec un salaire d'entraîneur personnel. « Tu es sûr de toi ?» a demandé David. Son ton ne portait aucun jugement, seulement l'inquiétude pratique d'un homme qui avait vu la violence et en comprenait les conséquences. « Je suis sûr », ai-je répondu. Nous avons gravi l'escalier extérieur menant au premier étage, nos pas résonnant dans l'air humide de la nuit. L'appartement 3B se trouvait au fond du couloir, une musique lourde en basse résonnant à travers les cloisons fines. J'ai frappé avec l'autorité d'un homme réclamant le paiement d'une dette en souffrance. La porte s'est ouverte. Brett Donovan se tenait là, en pantalon de survêtement gris et rien d'autre. Il incarnait en tout point l'arrogant jeune homme de 26 ans qui avait été avec ma femme dans des chambres d'hôtel que je finançais à mon insu. Son corps était tout ce que le mien n'était pas, jeune, sculpté, taillé pour le genre de passion physique qui comptait apparemment plus que 4 ans de dévouement et de sécurité financière. « Ouais » a-t-il dit, agacé par l'interruption, s'attendant probablement à ce qu'un voisin se plaigne du bruit. Je n'ai pas parlé. Je l'ai bousculé pour entrer dans l'appartement, David me suivant immédiatement. Brett a trébuché en arrière, la confusion faisant place à l'alarme à mesure que la situation devenait claire. « Oh là, c'est quoi ce bordel ? Vous êtes qui ?» a-t-il exigé. « Je suis le mari de Claire Mitchell », ai-je dit froidement. Le sang s'est vidé de son visage comme l'eau d'un barrage rompu. « Oh, mec. Écoute, je ne savais pas qu'elle était, » a-t-il commencé désespérément. Menteur, les yeux coupés, la voix glaciale. Elle est mariée depuis 4 ans. Elle porte une alliance. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as commencé à la fréquenter. Je jure qu'elle m'a dit qu'elle était séparée. Elle disait que son mariage était, a-t-il supplié. Mon poing a percuté sa mâchoire avant que son excuse ne soit terminée. Brett s'est effondré sur le côté contre le mur, sous le choc, le sang de sa lèvre fendue s'éclaboussant sur la peinture blanche bon marché. Il a tenté de se ressaisir, d'élever les mains pour se défendre. Mais David s'est immédiatement interposé, saisissant Brett à la gorge et le projetant sur la moquette tachée. « Reste au sol », a dit calmement David, sa voix portant le poids d'un homme qui avait fait pire dans des pays lointains. J'ai donné un coup de pied dans les côtes de Brett, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce n'étaient pas des coups désordonnés ou désespérés, mais des impacts délibérés, calculés comme tout ce que je faisais. Brett s'est roulé en boule pour se protéger, gémissant, essayant de préserver son torse d'autres dégâts. « S'il vous plaît, arrêtez. »« Je suis désolé », a-t-il haleté. Je me suis accroupi, j'ai saisi ses cheveux, et je l'ai forcé à me regarder à travers le sang et les larmes. « Tu te tiens à l'écart de ma femme. Tu effaces son numéro. Tu fais comme si elle n'avait jamais existé. Parce que si j'apprends que tu l'as recontactée, si j'entends seulement prononcer ton nom en lien avec le sien, je reviendrai ici et je finirai ce que j'ai commencé. Est-ce que tu m'as compris ?» ai-je exigé. Brett a hoché la tête frénétiquement, la terreur prenant le dessus sur l'orgueil. David s'est penché, la voix basse mais empreinte d'une conviction absolue, « Et si tu penses à appeler la police ou à parler de cette visite à qui que ce soit, ne le fais pas, parce que nous le saurons. Et nous reviendrons. Et la prochaine fois, nous ne nous arrêterons pas à des côtes cassées, » a-t-il averti. Je me suis relevé et j'ai regardé Brett une dernière fois. L'entraîneur personnel était brisé physiquement, émotionnellement, complètement. Sa belle apparence était temporairement gâchée, sa confiance brisée, et son sentiment d'invincibilité révélé comme la simple illusion qu'il avait toujours été. Il guérirait. Ses côtes se ressoudraient, son visage retrouverait son aspect normal. Mais il n'oublierait jamais la leçon, les femmes de certains hommes coûtent trop cher à fréquenter. Nous sommes partis sans un mot de plus. Mes articulations étaient à vif et sanglantes. Je les ai essuyées sur mon jean tandis que nous descendions les escaliers, ressentant quelque chose comme de la satisfaction pour la première fois depuis des semaines. « Tu vas bien ?» a demandé David lorsque nous avons atteint ma voiture. « Je vais bien » ai-je répondu. « Tu as franchi une ligne ce soir, mon frère ?» a-t-il observé. Je savais qu'il avait raison. L'Owen Mitchell qui avait bâti une vie grâce à une planification minutieuse et des voies légales avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un prêt à recourir à la violence physique pour protéger ce qui lui appartenait, ou pour punir ceux qui le lui avaient pris.
Alors assure-toi que cela en valait la peine, a ajouté David. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers des rues de banlieue qui me semblaient différentes désormais, transformées par ce que j'avais fait et ce que j'étais sur le point de faire. La Honda de Claire était dans l'allée. Elle était déjà rentrée de l'endroit où elle m'avait dit aller ce soir. Elle avait probablement rencontré Brett plus tôt dans la journée. Cela n'avait plus aucune importance. Je suis entré. Claire était sur le canapé, regardant de la télé-réalité tout en mangeant du pop-corn dans un bol en céramique que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans. Elle a levé les yeux et a souri avec la même chaleur qu'elle m'affichait depuis le jour de notre mariage. « Et, comment s'est passée ta soirée avec David ?» a-t-elle demandé joyeusement. « Bien, nous avons juste rattrapé le temps perdu », ai-je répondu. « C'est sympa », a-t-elle dit en tapotant le coussin à côté d'elle. « Viens regarder avec moi. » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment observé. La femme que j'avais épousée. La femme à qui j'avais confié mon avenir, mes finances, mon cœur. La femme qui détruisait méthodiquement notre mariage depuis 6 mois tout en vivant dans le confort que je lui fournissais, dépensant l'argent que je gagnais, et dormant dans un lit que j'avais payé. Demain matin, elle allait comprendre exactement ce qu'elle avait perdu. Je suis fatigué, ai-je dit. Je vais me coucher. D'accord, mon cœur, a-t-elle répondu en m'envoyant un baiser avec la main, le même geste qu'elle avait répété des milliers de fois. J'ai grandi les marches, je me suis allongé sur le lit tout habillé, et j'ai fixé le plafond. Mes articulations me faisaient souffrir. Ma poitrine me semblait vide, mais mon esprit était d'une clarté limpide. Mon téléphone a vibré. Un message de Margaret Sinclair, les papiers sont prêts. Demain, ai-je répondu. Demain matin, 9 h. J'ai réglé mon réveil pour 6 h du matin. Le dernier matin normal de Claire touchait à sa fin, et elle n'avait aucune idée que son monde entier allait s'effondrer. Jeudi matin, je me suis réveillé à 6 h comme prévu, j'ai pris une douche, et je me suis habillé avec mes vêtements de travail, selon la même précision que je maintenais chaque matin depuis 4 ans. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai attendu avec la patience d'un prédateur qui avait passé des mois à planifier l'attaque parfaite. Claire s'est réveillée à 8 h 30, son heure habituelle. J'ai entendu la douche couler, je l'ai entendue effectuer sa routine matinale devenue aussi prévisible que le lever du soleil. Elle est descendue à 9 h 15, vêtue d'une robe d'été jaune et de talons hauts, le maquillage appliqué avec une précision artistique, coiffée pour quelqu'un qui valait la peine d'être impressionné. Elle repartait faire des courses. « Bonjour », a-t-elle dit lumineusement, en attrapant son sac à main sur le comptoir en granit que j'avais payé pour faire installer. « Je sors pour quelques heures. Tu as besoin de quelque chose pendant que je suis dehors ? » J'ai bu une gorgée de café délibéré. « Je ne pense pas que tu ailles nulle part aujourd'hui, » ai-je dit calmement. Claire s'est arrêtée, la main figée sur ses clés de voiture. « Que veux-tu dire » a-t-elle demandé, la confusion s'infiltrant dans sa voix. « Ton petit ami ne sera pas en mesure de te voir. »« Il est indisposé » ai-je répondu. Le sourire a disparu de son visage comme une lumière qu'on éteint. « Quoi » a-t-elle chuchoté. Je me suis levé lentement, j'ai marché vers le comptoir où l'assistant de Margaret Sinclair avait livré une enveloppe en papier craft 1 heure plus tôt. Je l'ai prise et je l'ai jetée aux pieds de Claire. Elle a frappé le sol en carrelage avec un bruit semblable à un coup de feu, et les papiers se sont dispersés, photographies, messages textes imprimés, reçus d'hôtel, rapports de détective. Claire a fixé les preuves de sa trahison étalées sur le sol de la cuisine. Son visage est passé de la confusion à la prise de conscience, puis à une terreur pure. Des photos d'elle et de Brett s'embrassant sur des parkings. Des photos d'eux entrant ensemble dans des hôtels, sa tête renversée en arrière alors qu'elle riait à quelque chose qui lui avait chuchoté. Des captures d'écran de messages intimes où elle se plaignait de son mari ennuyeux et planifiait des séances l'après-midi avec son bel entraîneur. Une chronologie détaillée de chaque rencontre, de chaque mensonge, et de chaque moment de trahison documenté avec une précision médico-légale. Owen, a-t-elle commencé, sa voix se brisant comme du verre. Ne commence pas, les jeux coupés, la voix monotone, sans émotion, le ton que j'utilisais lorsque j'annonçais de mauvaises nouvelles à des clients dont j'avais découvert les détournements de fonds. Je sais tout. J'ai engagé un détective privé qui t'a suivi pendant une semaine. J'ai des séquences vidéo de toi couchant avec lui dans des chambres d'hôtel que je paie. J'ai des photographies de toi l'embrassant, lui tenant la main,
et riant avec lui pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour financer ton mode de vie. J'ai les reçus des hôtels que tu as facturés sur la carte de crédit que je t'avais donnée. Les genoux de Claire ont fléchi. Elle a lâché son sac à main, les papiers se froissant sous ses talons alors qu'elle trébuchait en arrière contre le réfrigérateur. Oh, s'il te plaît, c'était une erreur. Cela ne voulait rien dire, a-t-elle supplié désespérément. Cela ne voulait rien dire, ai-je demandé, mon rire froid et assez aiguisé pour couper. Tu le vois depuis 6 mois. Tu m'as menti chaque jour. Tu te douchais en rentrant à la maison pour laver son odeur sur ta peau. Tu as pris mon argent, tu as vécu dans ma maison, tu as dormi dans mon lit, tout cela pour un entraîneur personnel de 26 ans dans des hôtels bon marché. Owen, je vais tout arrêter. Je ne le reverrai plus jamais. Nous pouvons réparer cela. S'il te plaît, a-t-elle imploré. C'est déjà terminé. J'ai veillé à cela hier soir, les jeux informaient froidement. Les yeux de Claire se sont agrandis, une peur véritable remplaçant le calcul. Que as-tu fait, a-t-elle demandé, la terreur s'emparant de sa voix. J'ai rendu visite à Brett. Il comprend désormais que tu es hors de portée. Il ne te dérangera plus, ai-je expliqué. Je me suis approché, la dominant de toute ma hauteur alors qu'elle se pressait contre les appareils ménagers que j'avais achetés. Mais cela n'a plus d'importance, parce que tu ne vas plus rester ici. Owen, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, des larmes coulant sur son visage, détruisant le maquillage qu'elle avait appliqué pour un homme qui ne la reverrait jamais. Je t'aime. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, ne jette pas tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons, ai-je répondu, ma voix s'élevant pour la première fois, 4 ans de rage réprimée trouvant enfin une issue. Je t'ai tout donné. J'ai payé pour cette maison. J'ai payé pour ta voiture. J'ai payé pour tes vêtements, ta nourriture, tes séances de shopping, tes rendez-vous chez le coiffeur, et ton abonnement à la salle de sport où tu l'as probablement rencontré. Et tu as utilisé tout cela, chaque dollar que j'ai gagné, pour entretenir une relation avec un autre homme. J'ai ramassé les papiers de divorce sur le comptoir, ceux que Margaret avait déposés par voie électronique ce matin-là pendant que Claire dormait paisiblement à mes côtés. Je les lui ai jetés au visage. Elle les a attrapés par réflexe, ses mains tremblant si violemment que les feuilles froufroutaient comme des feuilles d'automne. Je divorce. Les papiers sont déjà déposés. Avec les preuves que j'ai, tu n'obtiendras rien. Pas de pension alimentaire, pas de partage de biens, rien. La maison est à mon nom. Tous les comptes bancaires sont à mon nom. Tu n'as pas travaillé depuis 4 ans, tu n'as donc aucun droit sur les actifs conjugaux, ai-je déclaré. Owen, tu ne peux pas. Où suis-je censé aller, s'est-elle écriée. Va chez tes parents. Va chez Brett. Oh, attends, il ne voudra plus te voir. Va au diable, je m'en fiche, ai-je répondu froidement. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai grande ouverte, la lumière du soleil matinal traversant le seuil. Sors de ma maison. Owen, s'il te plaît, a-t-elle hurlé, sanglotant désormais à chaudes larmes, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire, son apparence soigneusement élaborée se dissolvant. Nous pouvons aller voir un conseiller. Je ferai tout ce que tu veux. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, ai-je demandé, ma voix devenant basse et redoutable, ce ton qui poussait les cadres d'entreprise à avouer leur détournement plutôt que d'affronter mes rapports d'audit. Je ne veux pas réparer cela. Je ne veux pas travailler sur notre mariage. Je ne veux plus de toi. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Tu n'es pas la femme en qui j'avais confiance. Tu n'es plus rien pour moi désormais. Claire a essayé d'avancer vers moi, tendant des mains désespérées. J'ai fait un pas en arrière. Si tu n'es pas hors de cette maison dans 10 minutes, j'appelle la police et je te fais l'expulser pour violation de domicile. Tu as 10 minutes pour prendre tout ce que tu peux porter. Tout le reste, je le donne à des œuvres de charité ou je le brûle dans le jardin, ai-je déclaré fermement. Owen, a-t-elle commencé. 9 minutes, les jeux interrompus. Claire s'est effondrée sur le sol de l'entrée, sanglotant si fort que tout son corps était secoué de convulsions. J'ai regardé sans émotion, ne ressentant rien d'autre qu'une froide satisfaction à l'idée que la femme qui avait détruit notre mariage fasse enfin face aux conséquences de ses choix. Elle a fini par se relever, les jambes tremblantes, et a trébuché en montant les escaliers. J'ai entendu des tiroirs claquer, des cintres s'entrechoquer, le bruit de quelqu'un dont le monde venait d'exploser et qui tentait de sauver ce qui pouvait l'être des décombres.
Elle est redescendue en portant une valise bourrée de vêtements, d'articles de toilette, son ordinateur portable, les effets personnels d'une femme qui était passée du statut de propriétaire à celui de sans-abri en 15 minutes. À la porte, elle m'a regardé une dernière fois. Son visage était détruit, rouge, gonflé, maculé de larmes et de maquillage étalé. La beauté qui m'avait attiré s'était réduite à un naufrage humain. « Je suis tellement désolé », a-t-elle chuchoté. Je lui ai fermé la porte au nez. À travers la fenêtre, j'ai regardé sa voiture quitter l'allée pour la dernière fois, la regardant s'éloigner de la vie qu'elle avait méthodiquement détruite par ses mensonges et sa trahison. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais vide, vidé de l'intérieur, comme un bâtiment après une démolition contrôlée. Mais je ressentais aussi autre chose, une satisfaction froide et dure que la justice ait été rendue, et que les conséquences aient enfin rattrapé les choix. Mon téléphone a vibré. Un message de Margaret Sinclair, elle a signé les papiers. C'est fait. J'ai effacé le message et je suis resté seul dans la maison qui était enfin, totalement et irrévocablement la mienne. Le divorce a été finalisé en un temps record. Claire n'a rien contesté. Elle a signé chaque document que Margaret a placé devant elle, a accepté un règlement symbolique de 1500 $, et a disparu de ma vie aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. J'ai tout gardé, la maison, tous les comptes d'épargne, les fonds de retraite, les portefeuilles de placement. J'ai fait changer les serrures le jour même de son départ, j'ai donné la plupart de ses affaires à des organismes de bienfaisance, et j'ai jeté le reste aux ordures. J'ai repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles, et effacé la moindre trace de sa présence de ma vie avec une rigueur méthodique. Ma routine quotidienne est redevenue ce qu'elle était avant le mariage, le travail, la maison, la solitude. Mes collègues savaient que j'étais divorcé, mais ne posaient aucune question. Je ne fournissais aucune information. Je suis resté le même comptable senior fiable et méthodique que j'avais toujours été, à ceci près que l'homme derrière le bureau était désormais plus dur, plus froid, et moins confiant. La nuit, il m'arrive parfois de rester allongé dans mon lit et de fixer le plafond, en me demandant si ce vide s'effacera un jour, en me demandant si je ferai à nouveau suffisamment confiance à une femme pour partager cette maison, cette vie, cette existence soigneusement construite. La réponse, la plupart des nuits, est non. Claire Hart, elle, a abandonné le nom de Mitchell, travaille comme caissière dans un supermarché discount à la périphérie et de la ville. Elle vit dans un studio situé dans un quartier où les sirènes hurlent chaque nuit et où des barreaux recouvrent toutes les fenêtres. Ses parents l'ont reniée lorsqu'elle s'est présentée chez eux en cherchant un refuge. Son père, un homme que j'avais respecté et avec qui j'avais partagé des fêtes, a ouvert sa porte, a écouté ses explications en larmes, et a rendu son verdict. Tu t'es couverte de honte et tu as déshonoré cette famille. Ne reviens jamais, lui avait-il dit avant de fermer la porte définitivement. Elle a essayé de me contacter une fois, à travers un long courriel confus parlant de regrets, de changements, et de seconde chance. J'ai bloqué son adresse sans lire au-delà de la première ligne. Certaines portes, une fois fermées, le restent pour toujours. Brett Donovan a quitté la ville peu après notre rencontre. La rumeur dit qu'il était terrifié à l'idée que quelqu'un ne le tue. Personne ne l'a revu depuis. Son contrat chez Apex Fitness a été résilié sans explication. Son appartement a été abandonné, et ses comptes sur les réseaux sociaux ont été supprimés. Parfois, la justice est rapide et physique. Parfois, elle est lente et psychologique. Parfois, elle est les deux à la fois. Claire passe ses soirées seule, à faire défiler de anciennes photos sur son téléphone, des images de la maison, de la vie, et de l'avenir qu'elle a troqué contre 6 mois d'excitation avec un homme qui ne valait pas les ravages qu'il a causés. Elle se demande si elle cessera un jour de regretter ses choix. Ce ne sera pas le cas. Le prix de la trahison, je l'ai appris, ne se paie pas une seule fois. Il se paie chaque jour, dans chaque conséquence qui suit, dans chaque porte qui se ferme, et dans chaque nuit passée seule, à se demander ce qui aurait pu être si d'autres choix avaient été faits. Je dors bien désormais dans ma maison, dans mon lit, et dans la vie que j'ai reconstruite sur les cendres de sa destruction. Et parfois, dans les moments de calme avant l'aube, je pense à la justice. À la façon dont elle vient lentement pour certains, rapidement pour d'autres, mais finalement de manière inévitable pour tout le monde. Claire Hart a appris cette leçon trop tard. Mais elle l'a apprise jusqu'au bout. Cela, je le suppose.